Votre correspondant va vous reprendre. Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Votre correspondant va vous reprendre. Elle a que les experts comme désignés comme présentateur. Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Votre correspondant va vous reprendre. A priori, Excusez-nous, nous sommes de retour. Vous nous entendez à nouveau. Et on a priori résolu le problème du son. Donc, je vais reprendre. Je vais reprendre ce que je vous disais. Donc, je vais tout d'abord me présenter en quelques mots rapidement pour qu'on rattrape un petit peu le temps perdu. Donc, je suis Pascal Andriot, je suis consultante en ressources humaines et coach. J'interviens donc pour SVP Travail et Organisation sur différentes thématiques. Évidemment, l'accompagnement des entreprises sur tous les sujets ressources humaines un petit peu atypiques, comme par exemple l'accompagnement dans des projets particuliers, la gestion de crise, mais aussi je coach les managers, les chefs d'entreprise. Je réalise aussi quelques missions de recrutement et aussi tout ce qui concerne l'accompagnement des entreprises dans le domaine de la qualité de vie au travail. Donc, l'idée de ce webinaire, je l'ai eu par rapport aux remarques que j'avais d'un certain nombre d'interlocuteurs qui étaient un petit peu désarçonnés par rapport au retour de certains collaborateurs, voire même par rapport à ce qu'eux pouvaient ressentir, et notamment où l'émotion semblait avoir une place importante. Et donc, c'est pour ça que je vous propose qu'on balaye un petit peu cette période particulière qui a été celle de ces derniers mois, sous l'angle des émotions. C'est un peu inhabituel dans le monde du travail de parler des émotions, mais vous allez voir que ça va nous donner des clés pour ensuite mettre en place des actions constructives pour rebondir et je dirais redémarrer plus fort. Donc je vous propose qu'on démarre cette présentation. Donc, comme je vous le disais, depuis quelques mois, nous sommes dans un contexte très particulier. Très particulier, je ne vous apprends rien en vous disant que ça a commencé par l'annonce de cette épidémie qu'on n'avait pas vu venir, et notamment suivi de ce confinement qui a surpris beaucoup d'entre nous. Et là déjà, personne ne l'a vécu de la même façon. Très rapidement, en tant que notamment les DRH, mais aussi les chefs d'entreprise, vous avez dû organiser le télétravail. Donc pour certains, ça a été une période d'intense activité. Pour d'autres, au contraire, l'annonce du chômage qui a pu être violente, même si ce n'était qu'un chômage partiel. Et puis pour certains, il y a eu aussi en parallèle de cette activité de travail ou de chômage, la garde d'enfants, le fait de faire le travail de l'institutrice à domicile. Et puis après une période d'un peu moins de 2 mois, la sortie du confinement, qui a généré elle aussi beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'interrogations, et la reprise du travail sur site. Et là aussi avec des variantes très importantes, certains d'entre vous n'ont peut-être pas encore organisé la reprise du travail sur site. Je sais que par exemple, certains m'ont fait part d'une reprise qui n'était prévue qu'en septembre. Donc toute cette période, ça a été une succession d'incertitudes, une succession d'interrogations à des niveaux, je dirais, rarement rencontrés. Et c'est pourquoi je vais essayer avec vous de visualiser, de personnaliser tout ce qui s'est passé. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais mettre en lumière quelque chose qui est là aussi complètement nouveau. Pour beaucoup d'entre vous, et notamment les chefs d'entreprise, les personnes qui travaillent dans la fonction RH, la notion de risque est assez familière. Vous avez l'habitude de gérer les risques, que ce soit les risques électriques, les risques de chute, les risques psychosociaux. Aujourd'hui, on est dans un schéma totalement différent, c'est l'incertitude. Je vais vous illustrer la différence entre ces deux notions-là. Le risque, si on fait le parallèle, c'est une situation où j'ai un panier avec des boules de couleur. Je sais que j'ai 3 boules vertes et 2 boules bleues. Le risque, c'est la probabilité de tirer des boules vertes au sein de ce panier. Je sais que je vais être aux alentours de 60% de risque ou de chance de tirer les boules vertes.
Si je prends le contexte de l'incertitude, on est dans un schéma totalement différent. Pourquoi? Dans la même illustration, l'incertitude, c'est je ne sais pas combien j'ai de boules. Je ne sais même pas si j'ai un panier. Et je sais encore moins quelle est ma probabilité de tirer une boule verte ou une boule bleue. Et cette incertitude, elle est réelle. C'est-à-dire que je ne sais absolument pas, je n'ai aucun moyen de connaître ce qu'on appelle la distribution d'état. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir conscience de cette différence fondamentale aujourd'hui, parce que cette notion d'incertitude va générer beaucoup d'émotions. L'émotion qui va être à tous les niveaux des périodes qu'on a vécues. Et je reprends le petit schéma de démarrage. Pourquoi émotion? Déjà, cette notion de pandémie. On n'est pas sur quelque chose d'accidentel. La notion de contact avec la mort, pour certains, c'est très violent en fonction de leur personnalité, en fonction de leur rapport à la mort. On a eu aussi toute une période au démarrage avec des recommandations très contradictoires. Vous vous souvenez tous. Le masque ne sert à rien, on est face à une petite grippette, etc. Et au niveau de l'entreprise, forcément, là aussi, vous aviez des recommandations contradictoires. Chômage partiel, les protections à mettre en œuvre, etc. Donc, déjà, le contexte de pandémie avec la notion de contagiosité apporte cette émotion, a apporté tout ce cortège d'émotions. Ensuite, le confinement. Pour certains, ça a été un sentiment de solitude fort. Pour d'autres, un sentiment de débordement. Avec les enfants autour de soi, le travail à mener en parallèle, peut parfois se retrouver en face à face avec son conjoint. On sait que dans cette période de confinement, il n'y a jamais eu autant de problèmes de violence conjugale et familiale. Pour d'autres, ça a été aussi le sentiment d'abandon par rapport aux collègues, la perte du collectif, et donc ces fameuses tensions familiales dont je vous ai parlé. Il y a eu pour une partie de la population, le télétravail. Le télétravail, j'utiliserai un mot un peu familier, à l'arrache. Pour beaucoup d'entre vous, aucun accord de télétravail n'était déjà en place dans l'entreprise. Donc pour les services RH et pour les services, par exemple, informatiques, ça a été vraiment une vague très importante en termes de charge de travail. Pour ceux qui étaient de l'autre côté de l'écran, ça pouvait être perçu comme une désorganisation, perte de repères, notamment avec des nouveaux outils à utiliser. De l'épuisement a été beaucoup décrit auprès des personnes que j'ai accompagnées, notamment avec le fait de devoir gérer les enfants et travailler en parallèle, avec des contextes de travail parfois qui n'étaient pas du tout adaptés. On travaille dans la pièce principale, avec des ordinateurs qui fonctionnent bien, des connexions difficiles. Je sais que les box Orange, et je pense que les hotlines Orange ont dû, ou SFR ont dû beaucoup souffrir. Et puis, pour certains, le sentiment d'une perte de maîtrise, notamment, comme je vous le disais, avec les nouveaux outils. Pour ceux qui ont été mis au chômage, c'est encore d'autres émotions qui sont venues les déborder. L'insécurité, la stigmatisation, le chômage reste quand même pour certains quelque chose de très stigmatisant. Insécurité vis-à-vis de l'avenir. Si on me met au chômage, combien de temps je vais rester au chômage? Et puis l'insécurité financière. Et pour terminer, il y a eu aussi des phénomènes de jalousie. J'ai été mise au chômage, pourquoi moi j'aurais voulu continuer à travailler? Et à contrario, ceux qui continuaient à travailler par exemple sur site, qui se retrouvaient exposés au virus potentiellement, même avec toutes les mesures mises en avant, la jalousie de dire pendant ce temps-là, il y en a qui sont en vacances. Et vous avez récupéré en entreprise tout ce cocktail d'émotions qui s'étaient, je dirais, surajoutés les unes aux autres. Et quand je dis vous récupérez encore en entreprise tout ce cocktail d'émotions qui sont toutes plus fortes les unes que les autres et qui sont surtout différentes pour chacun d'entre vous. Donc, ça, c'est vraiment important de voir que toutes ces incertitudes qui ont généré des émotions, parce que incertitude, par exemple, si je reprends pour les personnes en chômage, combien de temps ça va durer? Pour le télétravail, oui, quand est-ce que je vais revenir en télétravail? Je sais que certaines personnes que j'ai accompagnées ces derniers temps, du jour au lendemain, on leur disait non, le télétravail c'est terminé, vous revenez sur site. Et puis finalement, non, vous retournez en télétravail parce qu'on n'arrive pas à organiser le travail sur site. Et
pour ceux qui devaient organiser tout ça, ça a été aussi une période très difficile et très riche en termes d'émotions parce qu'on n'était plus dans la maîtrise. On sortait des habitudes. Alors, la place des émotions, je vais y revenir. En 2 mots, Ekman, qui est un grand chercheur, un psychologue, a établi que l'être humain est défini par un ensemble d'émotions fondamentales et universelles. On sait que quand on fait des tests, on retrouve toutes ces émotions-là, et même aujourd'hui, on en a plus que ça d'émotions qui ont été décrites. Dans le contexte du Covid, c'est essentiellement la peur qui a été mise en avant. Et cette peur, on l'a retrouvée à plein d'endroits, et notamment, on l'a retrouvée dans notre cerveau. Alors, comment ça fonctionne les émotions? Les émotions, il y a toujours un élément déclencheur qui, la plupart du temps, est à l'extérieur de notre tête. Sauf que cette émotion, il y aurait juste cet élément déclencheur, on n'aurait pas l'émotion. Mais l'émotion, ça va être en fait l'interprétation par notre cerveau d'un événement externe. Et c'est là que l'émotion va naître. Alors, l'émotion, elle est très utile. Sauf qu'en entreprise, on a appris à la cacher, à mettre un couvercle dessus, voire à oublier d'y faire attention. Or, à quoi servent les émotions? Les émotions, elles nous servent à identifier nos besoins pour pouvoir les satisfaire. Qu'elles soient positives ou négatives, ces émotions sont précieuses, tout simplement parce que, comme vous l'avez compris, si nous les ignorons, si nous faisons tout ce qu'on peut pour ne pas les ressentir, il y a un moment où on va aller mal, tout simplement. Donc ces émotions, c'est très important d'en prendre soin. Or, en entreprise, couramment, on n'en prend pas très soin. Alors, là aussi, c'est quelque chose qui me semble très important de souligner, c'est que aucun d'entre nous n'a réagi durant toutes ces étapes que je vous ai présentées de la même façon. Et ça, je vais faire une petite parenthèse spécifique pour les managers. Quelles que soient les émotions que vous, managers, avez ressenties, soyez très vigilants parce que parfois il peut y avoir de l'incompréhension, notamment parce que certains collaborateurs ne vont pas du tout avoir réagi comme vous. Tout simplement parce que vous l'avez compris, notre cerveau sert de filtre. Et ce filtre n'est pas le même pour chacun d'entre nous en fonction de notre culture, de notre éducation. Les hommes et les femmes ne réagissent pas pareil, mais aussi par rapport à nos origines, notre pays d'origine, notre vécu, nos expériences. Et donc, par rapport à tout ce qui nous est arrivé, certains vont être particulièrement inquiets, voire angoissés, anxieux. Pour d'autres, ça va générer une confusion énorme, notamment liée à cette incertitude. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, cette confusion, parfois, amène les gens à devenir immobiles. Dans certains cas, on peut voir du rejet, de la stigmatisation. Je pense que vous avez tous entendu de ces anecdotes qui sont révélatrices de cette inquiétude qu'il y avait au début de la crise du Covid, de certains chauffeurs de taxi asiatiques qui ne trouvaient plus de clients parce que on avait peur d'être contaminés par eux. Donc, le rejet, la stigmatisation peut apparaître aussi en entreprise. Pour d'autres, c'est la fuite. Vous avez peut-être certains collaborateurs que vous avez beaucoup de mal à faire revenir en entreprise. Cette peur engendre tous ces effets-là. Pour d'autres, c'est le déni. Même pas peur, moi je me sens au-dessus de tout ça et je ne risque pas d'être touché par cette maladie. Donc, souvenez-vous que vous soyez bien sûr manager ou collaborateur ou dirigeant, personne n'a réagi de la même façon et personne n'a le même niveau d'émotion. Alors, les émotions, comme je vous le disais, elles dépendent de plein de facteurs, mais les émotions, je vous disais comment ne pas les ignorer. C'est important de les repérer puisqu'elles nous indiquent ce qu'il faut faire, elles nous guident. Déjà, il y a des changements physiques qui se produisent dans notre organisme avant même qu'il y ait un stimulus réel. Ces changements, c'est important de les interpréter, c'est important de les ressentir, mais nous allons les interpréter. Et donc, la réponse qui va être associée à ce stimulus extérieur, c'est ce qui va aussi générer notre comportement. Et là-dessus, nous avons nos pensées qui vont y apporter aussi leur part. Donc, tout ça fait que ces émotions, il est important de les repérer,
mais elles vont être hautement subjectives. Certains vont donner énormément d'importance à certains signaux, d'autres vont les minimiser. Alors, ce que je voulais vous proposer à ce stade du webinaire, c'est, on a vu un petit peu comment, dans l'entreprise, ces émotions peuvent avoir un réel impact. Et ce que je vous propose, c'est de répondre à un petit sondage que nous allons lancer. C'est, dans votre entreprise, quelles sont les conséquences les plus évidentes que vous avez remarquées de cette période et de toutes ces émotions qu'on a pu identifier. Donc, je vais vous laisser quelques minutes pour y répondre. N'hésitez pas, si vous ne trouvez pas dans les réponses qui vous sont proposées, vous ne trouvez pas vos réponses, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, car ça m'intéresse aussi de voir, d'élargir un petit peu tout ça, puisque ce n'est pas la pensée unique ni la science infuse. Donc, je vous laisse répondre à ces questions. Je vous laisse quelques minutes. Et si vous voulez répondre autre, n'hésitez pas à compléter dans le chat. Puisque je vois que quelques-uns n'ont pas trouvé leur bonheur dans les items au-dessus. Donc en fait, dans les items que je vous ai proposés, ça correspond vraiment à ce que moi j'ai le plus souvent entendu là dans les échanges que j'ai pu avoir avec différents interlocuteurs en entreprise. Alors, ce que je vous propose, c'est de partager ensemble les résultats du sondage. On va le clore. Et donc, je vous propose de regarder les résultats du sondage. Alors attendez, excusez-moi. J'essaie. Voilà, donc normalement, vous allez voir les résultats du sondage qui apparaissent, surtout si jamais ce n'était pas le cas, faites-nous en part. Donc en fait, ce qui ressort, on voit que clairement, ce qui domine, c'est le côté contrainte familiale. Donc là, ça peut être paradoxal, en entreprise, aujourd'hui, les contraintes familiales, notamment jusqu'à ce que l'école obligatoire reprenne il y a une semaine, on s'aperçoit qu'effectivement, ça a dû impacter énormément les entreprises et voire les désorganiser. Et on va voir comment vous les avez éventuellement gérées, ça peut être intéressant. Et ensuite, beaucoup d'entre vous nous font part de quelque chose, c'est la difficulté à faire revenir les salariés sur le site. Ensuite, on a le manque de motivation et finalement, les tensions dans les équipes. Donc, clairement, oui, on a vraiment les contraintes familiales et les difficultés à faire revenir les salariés sur le site. Alors, on peut imaginer qu'il y a un lien fort entre les deux, mais je pense que ce serait un peu réducteur de limiter à ça ce que vous avez observé. Je pense que ce serait un peu réducteur parce qu'en fait, on s'aperçoit, moi, quand j'échange avec des collaborateurs, justement, qui peuvent être en difficulté, que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ça a été décrit, après le confinement déjà, on a eu un certain nombre de personnes qui ont eu un genre de peur de réaffronter l'extérieur. Tout simplement, même si on a l'impression que l'épidémie est un peu loin derrière nous, beaucoup sont encore inquiets et ont peut-être raison, puisque le gouvernement continue à nous envoyer des messages comme quoi le virus circule toujours. Et là, ça nous montre que la perception de chacun est quand même éventuellement différente. Alors, dans les autres suggestions, je regarde sur le chat éventuellement ce qui a été proposé. Et donc, je vais vous faire part de ce qui a été proposé. Qu'est-ce qui a été proposé? Pour l'instant, on ne voit rien a priori qui aurait été proposé. Donc, bon, c'est que les principaux sujets ont été abordés. Et donc, moi, j'ai essayé de faire un petit récapitulatif, justement, de ces impacts pour l'entreprise et les salariés. Donc, tout d'abord, là, je ne les ai pas mis dans un ordre précis, puisqu'effectivement, je ne savais pas ce qui allait ressortir du sondage, mais on voit que les freins au retour
ainsi que éventuellement les arrêts de travail sont quelque chose de présent. C'est vrai que je n'avais pas précisé les contraintes familiales parce que pour moi, ça générait des conséquences dans l'entreprise, mais c'était peut-être pas aussi présent que ça à l'esprit de chacun. Mais donc, je pourrais le rajouter dans mon diaporama, vu qu'il reste une petite place, ça tombe bien. Et donc, moi, ce que j'ai identifié, notamment lié à l'incertitude, on a donc ces freins au retour. Et ce que notaient un certain nombre de managers, c'est la perte d'efficacité. C'est-à-dire, en fait, un mélange, en fait, de désorganisation, de dissolution collective. Il y a aussi la jalousie, le sentiment d'injustice. Notamment, ça m'a beaucoup été relaté par rapport aux primes qui ont pu être proposées aussi. C'est-à-dire que certains considéraient que c'était pas normal, que on considère que les gens qui étaient restés sur site aient droit à une prime, alors que ceux qui avaient travaillé en télétravail n'aient pas de prime. Donc tout ça, c'est des sujets que vous êtes en train de gérer aujourd'hui, j'imagine. Hein. Bien sûr, les relations sociales, aussi, que ce soit les relations sociales au sens large entre les collaborateurs, mais aussi les relations avec, par exemple, les membres du CSE, puisque pendant cette période de 2 mois, il y a eu très peu d'échanges, j'imagine, avec les élus et les membres du CSE. Et donc là, on a besoin de reconstruire ces relations. Les tensions, les conflits, avec de l'incompréhension. J'ai eu des échos, j'ai accompagné des entreprises sur des conflits qui naissaient entre salariés, justement, qui ne voulaient pas revenir à plein temps, qui, d'après leurs collègues, prétextaient être embêtés avec la gestion de leurs enfants. Et tout ça, ça a créé des conflits. Les arrêts de travail, oui, on a du mal à faire la part des choses entre les arrêts de travail vraiment pour maladie et ceux où parce qu'il y a vraiment une appréhension ou des pathologies qui pourraient être à risque dans le contexte du Covid. Et puis, bien évidemment, alors pour l'instant, ils ne sont pas encore vraiment visibles, mais j'ai une certitude, c'est qu'on va voir apparaître des risques psychosociaux inédits. Pourquoi je vous dis j'ai la certitude? Parce que déjà, j'ai un certain nombre d'entreprises qui me disent on avait un climat social idéal avant l'arrivée de cette période. On avait vraiment beaucoup d'échanges, beaucoup de solidarité. Et là, depuis la reprise, on voit apparaître tout un tas d'indicateurs qui nous laissent vraiment penser qu'on va avoir des risques psychosociaux et qu'il va falloir qu'on s'y attelle. Ou en tout cas, une dégradation de la qualité de vie au travail et on ne sait pas par quel bout le prendre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il va falloir être vigilant. Après, donc, la prise de décision. Alors ça, je voudrais quand même en parler tout simplement parce que dans un contexte où on a beaucoup d'incertitudes et qui ne sont pas au même niveau pour tout le monde. Je pense notamment, par exemple, aux services RH. Les services RH ont été énormément débordés, impactés en termes de charge de travail, mais la plupart du temps, vous étiez très au contact des informations, que ce soit les publications de lois, que ce soit les informations gouvernementales, vous étiez souvent très au courant. Et même, et on va le voir, même s'il y a eu beaucoup de communication, les salariés, eux, étaient beaucoup moins au courant et par exemple, les managers ont été beaucoup moins informés. Résultat, il y a un contexte d'incertitude générale, notamment également par rapport à l'avenir de l'entreprise, par rapport au changement de cap que certains vont décider de prendre par rapport à la stratégie de l'entreprise. Et tout ça génère une prise de décision beaucoup plus complexe. Et souvenez-vous, on est dans l'incertitude. On n'est pas dans quelque chose pour lequel on peut évaluer clairement le risque que l'on prend. Et donc, on peut constater cet aspect-là. Le désengagement, la démotivation, ça c'est vraiment quelque chose que aussi j'entends beaucoup. Alors, qui est peut-être lié aussi aux problématiques personnelles de gestion d'enfants. Hein. Tous ces sujets-là, on peut aussi les mettre en parallèle. Et quelque chose que j'ai constaté aussi, c'est la fatigue dans laquelle les salariés qui avaient été en télétravail avec leur famille autour d'eux, beaucoup ont déclaré revenir avec un état de fatigue très, très important et notamment lié au fait de travailler en parallèle avec leurs enfants à côté. J'ai l'exemple d'une responsable financière qui a dû travailler avec ses enfants de 6 et 3 ans à côté d'elle et ça a été quand même émotionnellement parlant difficile, mais je dirais en termes de charge mentale aussi,
parce qu'elle me racontait qu'elle se levait à 5 heures du matin et se couchait à minuit pour réussir à avoir des moments de calme pendant que les enfants dormaient. Donc, vous avez sûrement eu ce genre de témoignage aussi, et peut-être vous l'avez vécu. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse ensemble aux pistes pour agir et repartir plus fort. Alors, concrètement, tout d'abord, je vais passer rapidement là-dessus, mais ne sous-estimez pas. Pour rassurer, puisque vous l'avez compris, l'émotion la plus présente, c'est la peur. La peur, comment on va lutter contre? Avant tout, en rassurant. Donc, tout d'abord, je reviens très rapidement sur les mesures obligatoires de prévention, notamment l'évaluation du risque. J'imagine que vous l'avez tous fait. Je fais une parenthèse. Vous allez vous dire peut-être, ça y est, on est passé par là. Attention, on sait qu'il y a aussi une incertitude sur le risque d'une deuxième vague, sur tout un tas de choses. Pour ceux qui n'auraient pas pris le temps ou eu le temps ou les ressources pour prendre le temps d'évaluer le risque, n'oubliez pas qu'il y avait une deuxième vague. Commencez par là, comme vous le faites avec n'importe quel risque, que ce soit le risque électrique ou le risque de chute. Et ça vous permettra de donner beaucoup plus de visibilité dans votre communication et de cohérence peut-être aux actions que vous allez mettre en œuvre. Ensuite, tout ce qui est pour la mise en œuvre des actions de prévention par rapport au virus, bien sûr les faire respecter, c'est le b.a.-ba, allez-vous penser, mais c'est important et ça rassure. Beaucoup de collaborateurs m'ont dit, beaucoup de personnes que j'ai rencontrées m'ont dit, moi je suis rassurée parce que je vois que mon entreprise est très vigilante sur le respect des pratiques de protection, que ce soit le port du masque, le lavage des mains, etc. Pour certains d'entre vous, peut-être avez-vous eu l'idée de nommer un référent Covid. Là, ça permet aussi de décharger la direction ou le service RH, parfois, d'une partie de cette charge-là. Mettre en œuvre un dispositif d'alerte. Pourquoi je vous le propose? Parce que plusieurs personnes m'ont cité ce dispositif d'alerte comme une source de rassurance. Qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un est positif au Covid? Quelle est la procédure prévue pour éviter qu'il contamine ses collègues? Et ça, c'est quelque chose qui a été valorisé et qui est rassurant. Et bien évidemment, afficher les consignes. Mais bien évidemment, on va aller plus loin. Et pour aller plus loin, on va commencer par le b.a.-ba. Gérer ses propres émotions. On l'a compris, on a tous été impactés par les émotions à différents niveaux, mais on va essayer de voir comment les gérer. Alors, comme je vous l'ai dit, en entreprise, on a tendance à contrôler ses émotions. Contrôler, qu'est-ce que c'est? C'est je mets un couvercle, j'essaie de ne pas être impacté par mes émotions, je les empêche de déborder et je les cache aux autres. C'est une façon de faire et c'est celle qu'on utilise le plus souvent en entreprise. Moi, je vais vous proposer de changer un petit peu votre posture par rapport à ces émotions. Et je vais vous proposer de développer votre intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose que je travaille énormément en coaching, majoritairement avec des managers ou des chefs d'entreprise, mais qui peut être adapté à n'importe qui. Développer son intelligence émotionnelle, je ne vous le cacherai pas, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. C'est bien pour ça qu'on a tous du mal à la développer. Mais je vais essayer de vous donner quelques clés pour que vous puissiez progresser et mieux gérer votre émotion. Parce qu'effectivement, je vais vous proposer de gérer votre émotion plutôt que de la contrôler. Déjà, la première étape, c'est développer sa connaissance de soi et se reconnecter en fait avec ses émotions. Très souvent, on oublie tous les symptômes dont je vous ai déjà parlé, que notre corps nous envoie, par exemple le battement de cœur, le fait de transpirer, même les fortes émotions, parfois on a les poils qui se hérissent, tout ça on essaie de ne pas s'en rendre compte. Déjà, je vais vous proposer de vous reconnecter en améliorant votre connaissance de vous avec vos émotions. Ensuite, je vais vous proposer de travailler sur la maîtrise de soi. Et vous allez voir que déjà, se reconnecter avec ses émotions, ça va aider à mieux les maîtriser puisqu'en fait, on va les sentir arriver. Et l'intérêt de les contrôler, ça va être d'éviter d'être dans le débordement. Qu'est-ce que c'est une émotion qui déborde? C'est par exemple le fait de communiquer de façon agressive ou de façon un petit peu désordonnée. A contrario, ça peut être de taire son émotion.
Et là, justement, je vais vous proposer de mieux communiquer en mieux gérant vos émotions. Alors, ça a plein d'avantages, cette intelligence émotionnelle, sur la relation à autrui. Et donc, je pense que dans ce contexte actuel, ça va vraiment vous parler parce qu'en fait, en contrôlant mieux mes émotions, je vais développer mon empathie vis-à-vis des autres, je vais mieux reconnaître les miennes, mais je vais être aussi beaucoup plus à l'écoute et être capable de reconnaître les émotions des autres, notamment parce que je vais développer mon attention à l'autre. La conséquence directe, ça va être une communication de qualité beaucoup plus sincère, beaucoup plus directe. Et là, je vais faire une parenthèse. En fait, ça va vous permettre de faire un pas dans une direction qui m'est chère, c'est de communiquer avec assertivité. Qu'est-ce que c'est que la communication avec assertivité? C'est je communique en m'affirmant, mais dans le respect de l'autre. Et ça, l'intelligence émotionnelle va vraiment vous le permettre. Et dans le contexte actuel, c'est essentiel. Aujourd'hui, on a besoin de sincérité, on a besoin d'authenticité, mais on a aussi besoin de respect. Et bien, l'assertivité, que je travaille là aussi avec beaucoup de managers, mais que je peux travailler parfois en collectif, ben, les échos, les retours que chacun me fait à chaque fois que je fais des formations là-dessus, c'est que on a une qualité bien meilleure de communication et on travaille beaucoup plus positivement dans cette communication. Et indirectement, ça permet de développer aussi la motivation, notamment la motivation de ses collaborateurs. Alors maintenant que je vous ai mis un petit peu en appétit sur l'intelligence émotionnelle, eh ben, je vais être obligée de vous dire, ben, on ne va pas avoir le temps d'aller plus loin. Mais si vous voulez, on peut en discuter à l'issue de la conférence. Mais en tout cas, pour gérer sa propre émotion, c'est vraiment un levier puissant. Et maintenant, on va réfléchir ensemble comment accompagner ses collaborateurs et ses équipes. Et avant d'aborder cette partie-là, dans laquelle je vais notamment parler communication, mais pas que ça, je vais vous proposer à nouveau un petit sondage. J'aimerais savoir aujourd'hui quels sont les leviers de communication que vous utilisez le plus fréquemment avec vos équipes et vos collaborateurs. Donc, je vais vous laisser à nouveau quelques minutes pour y répondre. Et de la même façon, si vous avez des choses à nous proposer en termes de communication auxquelles je n'aurais pas pensé, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. Alors, j'en profite pour voir un commentaire. Effectivement, tout à l'heure, j'ai utilisé le mot cohérence. Et vous avez tout à fait raison, celui ou celle qui a mis ce commentaire. C'est très compliqué d'être cohérent et surtout de garder un fil conducteur. Et c'est difficile de rester cohérent, mais vous imaginez bien que, du coup, vos collaborateurs, vos équipes ont l'impression parfois que vous partez un peu dans toutes les directions. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Cette cohérence, elle est très compliquée à conserver et de toute façon, ça démarrait déjà très mal dès le début du Covid. Et donc, c'est un des challenges à relever, c'est cette cohérence. Je suis tout à fait d'accord. Alors, si je regarde les résultats du sondage, ce que je constate, c'est que la plupart d'entre vous ont communiqué beaucoup par mail ou newsletter avec leurs équipes, ou communiquent actuellement beaucoup par ce biais-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même un moyen de communication qu'on utilise tous. Ensuite, le manager est quand même au cœur de la communication pour plus de 63% d'entre vous. On a ensuite les réunions, notamment des réunions animées par la direction, parce que je pense que là aussi, et vous avez sûrement tout à fait raison, c'est important que les impulsions viennent d'en haut. La direction, quand j'interviens sur la qualité de vie au travail ou les risques psychosociaux, c'est quelque chose qui me paraît toujours essentiel, c'est que la direction doit être en phase avec ce que les managers mettent en place. Et là, on est vraiment tout à fait là-dessus en termes de communication. Il est essentiel qu'il y ait des informations qui viennent de la direction, notamment par rapport au cap et la stratégie d'entreprise. Et là, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la cohérence, c'est parfois très compliqué. L'outil de partage, certains l'ont utilisé, mais pas majoritairement. Il y a à peu près 42% d'entre vous qui ont utilisé des outils de partage type Workplace ou même des webconférences. Et je vois aussi qu'il y en a pas mal qui sont dans le autre. Donc, je vais découvrir un petit peu tous ceux qui ont mis des commentaires là-dessus parce qu'on va pouvoir partager ça entre nous. Alors, au niveau des commentaires,
Alors, il y a les messageries instantanées, ouais, Slack notamment, ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Communication directe en visuel. Alors ça, j'imagine, c'est en face à face, en individuel, tout à fait. On a aussi, pour les salariés sur place en direct ou par téléphone pour ceux qui sont à distance. Ok, effectivement, hein, la communication en direct, c'est quand même vraiment celle qui est je dirais la plus efficace et surtout la plus sur mesure. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'être à l'écoute, d'être capable de repérer l'émotion de ses collaborateurs. Ben, c'est vraiment en face à face et en individuel qu'on va avoir le plus de facilité. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va balayer ensemble différentes choses. La première piste que je vous propose, c'est de rassurer et de renforcer le sentiment de sécurité. Donc, vous l'avez vu, déjà par toutes les mesures de précaution, d'hygiène que vous avez pu mettre dans l'entreprise, ça contribue à rassurer. Mais on voit aussi que l'acceptation que chacun n'est pas le même niveau émotionnel, comme on l'a vu, fait partie de ce sentiment de sécurité. Stigmatiser, par exemple, des personnes qui auraient vraiment une réticence à se remettre au contact du public, ben, je pense que là, ça pourrait être compliqué. Et je crois que c'est, comme vous le disiez là dans vos réponses, le face-à-face en individuel qui peut être intéressant. Et donc, moi, j'avais envie de vous suggérer, alors c'est pas forcément réalisable, hein, mais si possible, prévoir un temps d'accueil. Alors, pour certains, pour tous ceux qui sont déjà rentrés en entreprise, bah, c'est peut-être pas trop tard, hein, mais je sais, comme je vous le disais, qu'il y a certaines entreprises qui vont reprendre qu'à la rentrée, et donc n'hésitez pas à prévoir un temps d'accueil, tout simplement. Pourquoi? Ben, pour évaluer comment chacun a pu vivre ce moment de confinement, de télétravail, de travail au contact avec le virus, pour ceux qui étaient encore en sursuite. Comment est-ce qu'ils l'ont vécu, comment ils l'ont ressenti et dans quel état est-ce qu'ils sont à leur reprise. Donc là, on se retrouve toujours avec cette notion d'être à l'écoute, repérer les signaux faibles. Et je dirais encourager vraiment, mais je dirais le terme encourager est fort. Comme vous le savez, je vous l'ai dit, en entreprise, on ne parle pas de ses émotions, on ne parle pas de ses ressentis. Est-ce que on vous dit souvent j'ai peur, je me sens pas bien? Ben non, c'est pas si simple. Donc je crois que c'est important d'encourager. Ça peut se faire de plein de façons. Ça peut se faire dans des réunions, ça peut se faire en individuel, ça peut se faire par des questionnaires. Aujourd'hui, j'ai un certain nombre d'entreprises qui m'ont sollicité pour réaliser des diagnostics où en sont les collaborateurs. Et l'avantage, c'est que le fait d'avoir recours à un tiers externe permet d'être dans la neutralité et surtout dans l'anonymat. Donc ça peut être intéressant. Et il y a aussi beaucoup d'entreprises qui nous sont sollicitées pour des cellules d'écoute. Donc les cellules d'écoute, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un moment où vous êtes avec le consultant, en individuel ou en collectif, ça peut être à distance ou en présence. Et ça permet de verbaliser justement le mal-être, le ressenti, mais aussi du positif. Parce que, effectivement, là, je vais surtout sur des choses négatives, mais il y a aussi les collaborateurs qui ont repris le travail avec une patate d'enfer et qui avaient envie de déplacer les montagnes. Bon, parfois, ils ont été rattrapés par le quotidien, mais il ne faut pas les oublier, ceux-là. Faire preuve de transparence. Donc là, on revient sur la notion de communiquer. Je remarque très souvent, quand j'accompagne des entreprises sur des sujets en lien avec la communication, que très souvent, les entreprises n'osent pas, et je dis bien n'osent pas, de peur de perturber, de créer de la confusion, n'osent pas toujours dire sincèrement les choses, et notamment les choses négatives. Par exemple, je ne sais pas. On ne sait pas de quoi va être fait demain. Mais aujourd'hui, c'est essentiel que les entreprises, de mon point de vue, communiquent de façon transparente auprès de leurs salariés, parce que tout simplement, vous le connaissez mieux que moi, si je ne communique pas sur un sujet, ce que j'appelle radio moquette va s'en charger. Et la rumeur est toujours négative. Alors que vous allez pouvoir les rassurer. C'est pas parce qu'on leur dit nous ne savons pas quel va être notre chiffre d'affaires cette année que forcément vous allez être inquiétant. Au contraire, vous allez pouvoir mettre en face des solutions, comment vous avez prévu dans votre stratégie de relever le défi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais effectivement, l'impact financier, il a été important pour toutes les entreprises quasiment, et donc faire preuve de transparence là-dessus, ça me semble essentiel, l'impact de la crise sur l'entreprise. Et donc, on en revient à la question que je vous posais tout à l'heure,
comment communiquer auprès d'eux. Et donc, vous avez des tonnes d'outils à votre disposition. Moi, je vais juste vous en citer un que j'ai découvert, qu'une entreprise avait mis en place. Lors de la reprise, l'entreprise a envoyé un courrier papier à l'adresse personnelle de chacun de ses collaborateurs, puisqu'un certain nombre d'entre eux étaient encore en télétravail. Dans ce courrier, il y avait différents points d'aborder. C'était un point sur ce qui s'était passé pendant les 2 mois en question, parce qu'effectivement, chacun était un peu isolé dans son coin, malgré des outils de partage qui avaient été mis en place. Parler aussi de ceux qui avaient été touchés par la maladie, donner des nouvelles, dire comment ils allaient, s'ils avaient repris le travail. Rassurer sur la vitalité de l'entreprise, parler dans ce courrier, il y avait des éléments très concrets sur la perte de chiffre d'affaires, sur qui avait pu continuer à travailler, quels avaient été les services les plus impactés. Il y avait aussi des éléments sur comment allait se faire la reprise, sur quels étaient les moyens qui avaient été mis en place. Notamment, il y avait eu un psychologue du travail qui était à la disposition des salariés, etc. Ils étaient revenus sur tous les moyens mis en place. Et ça avait été apparemment très, très bien perçu par les collaborateurs. Donc, sortir un petit peu de l'ordinaire pour communiquer, ça peut être intéressant. Et puis, dernière chose pour rassurer, je pense que c'est redonner dans la mesure du possible à chacun les moyens d'être acteur de son quotidien. Il n'y a rien de pire, vous savez, quand on manque d'informations, quand on a l'impression qu'on n'est plus en prise avec le quotidien, qu'on maîtrise plus la situation, on a l'impression d'être sur un radeau et de se laisser emporter par la rivière. Là, redonner à chacun les moyens d'être acteur, c'est notamment leur redonner cette motivation. On l'a vu dans les effets secondaires, il y a la motivation. Alors, ce côté de sécurité, ça va être un peu de tout ça. Mais, je l'ai bien entendu, il y a aussi tout le côté personnel, gestion de la famille. Et là, est-ce que vous avez des leviers? C'est pas si simple. Mais en même temps, je pense, être à leur écoute, être conscient des difficultés que chacun rencontre. Et peut-être justement, en donnant les moyens à chacun, en donnant les moyens à chacun d'être acteur de son quotidien, c'est peut-être inventer des solutions qui peut-être vont sortir un peu du champ de l'entreprise, qui vont être autour de la garde d'enfants, qui vont être autour d'organisation d'horaires de travail différents, qui vont être autour de tout ça. Et là, ça m'introduit ma piste numéro 2, c'est recréer le collectif. Même si aujourd'hui, c'est peut-être pas quelque chose qui est essentiel, que vous ne voyez pas au maximum dans votre quotidien, vous allez avoir besoin de recréer ce collectif inévitablement. Et peut-être que justement, recréer ce collectif, ça va être aussi fonctionner en mode projet davantage. Ça rejoint toujours que chacun s'implique. Et on le sait, la motivation, ça passe aussi par là. Et donc, peut-être que c'est en recréant ce collectif, vous allez peut-être imaginer des solutions qui vont répondre aux problématiques extra-professionnelles, mais qui impactent l'entreprise. Vous allez peut-être devoir sortir du cadre habituel de l'entreprise pour trouver des solutions par rapport à ces sujets de garde d'enfants. Et puis, c'est aussi, on l'a vu, les salariés reviennent avec des attentes parfois nouvelles. On l'a beaucoup entendu dans les médias, l'envie d'un retour aux sources, de beaucoup plus d'écologie, de choses comme ça. Vous allez retrouver des salariés qui ont des envies nouvelles. Soyez à leur écoute. Tout ne va bien sûr pas être réaliste, mais c'est peut-être l'occasion, justement, dans ces fonctionnements en mode projet, de faire émerger des choses qui vont permettre à l'entreprise de fonctionner encore mieux. Solidifier le sentiment d'appartenance, je crois qu'il ne faut pas négliger les instances représentatives du personnel aussi pour les impliquer là-dedans. Et puis aussi, tout ce collectif, c'est faire travailler ensemble. Alors ensemble, ce n'est pas forcément uniquement un service, ça peut être de la transversalité. C'est aussi remettre du sens, on l'a dit, et donc prendre en compte des nouvelles aspirations. Je crois que lutter contre ces nouvelles aspirations, ce serait plutôt contre-productif, alors que être à l'écoute de nouvelles aspirations des collaborateurs, ça va être aussi qu'il y ait plus d'idées dans 10 cerveaux que dans un seul. Et je pense que l'entreprise, elle doit se réinventer autour de ça. Alors, observer les changements,
c'est les retours d'expérience, hein, individuels ou collectifs. Tout à l'heure, je vous disais, éventuellement prévoir de l'accueil. Je crois que le retour d'expérience collectif, il peut permettre aussi, au sein d'une équipe, de comprendre les différences de perception dont je vous parlais tout à l'heure. Parce qu'on parlait des managers, mais bien évidemment, au sein des équipes, vous allez avoir ça. Et donc, réguler les tensions. Donc, réguler les tensions, ça peut se faire par de la communication, mais après, si c'est trop compliqué, ça peut être par des actions de médiation. Alors, dans tout ça, je crois que pour recréer le collectif, ça peut être aussi important d'accompagner le management de proximité. Pourquoi? Parce que une partie de vos effectifs sont peut-être encore en télétravail, au moins partiellement, et manager des équipes en télétravail, voire des équipes mixtes, voire des équipes qui changent sans arrêt, ça ne s'improvise pas, ça peut mettre certains managers en difficulté, et pourtant, ça a des aspects très vertueux. Donc, je crois que là, il ne faut pas oublier d'accompagner vos managers de proximité qui peuvent être mis eux-mêmes en difficulté émotionnellement, comme on l'a vu, et là, ne pas les négliger. Et là, je vais faire une parenthèse. J'ai rencontré, là, justement, un chef d'entreprise qui était un petit peu désarçonné parce qu'il m'interpellait par rapport à un manager qui était plutôt leader dans sa structure et qui s'était mis énormément en retrait à la sortie du confinement. Et donc, il ne comprenait pas ce changement de posture. Mais je crois que, clairement, vous allez être confronté à ces situations-là et je crois que c'est important d'accompagner, d'accepter qu'il y ait peut-être une redistribution des tâches. J'explique ce que je mets derrière ce terme-là. Vous allez peut-être voir des personnes qui étaient relativement discrètes, qui vont prendre le lead, qui vont prendre des initiatives sur certains nouveaux sujets. Et au contraire, d'autres qui vont se mettre un peu plus dans une position attentiste. Et au niveau du collectif, ça va se redistribuer. Et c'est ça aussi recréer du collectif. C'est accepter que chacun retrouve sa place et puisse peut-être être un peu plus soi-même au sein du collectif. Et une dernière chose qui est, alors là, démontrée scientifiquement, il y a eu plusieurs études là-dessus, c'est que plus il y a d'incertitudes, plus il faut assouplir les process pour générer de la créativité et des idées nouvelles. Et là, j'insiste là-dessus parce que managérialement parlant, on pourrait tenter, dans un contexte d'incertitude, de les rigidifier, ces process. Et on pourrait croire qu'on rassure. Bien sûr, il faut conserver le cadre qui est indispensable à tout manager. Mais peut-être qu'assouplir les process va peut-être vous permettre de libérer la parole et surtout de générer des nouvelles idées. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans une période d'incertitude, il ne faut surtout pas rigidifier les process. Alors, dernière chose, effectivement, que ce soit les services RH, que ce soit le management, vous allez peut-être avoir besoin d'avoir recours à des ressources internes. Et ça, ne l'oubliez pas, vous avez des ressources à votre disposition que vous oubliez parfois d'activer. Le médecin du travail. Vous n'êtes pas là, si vous récupérez, entre guillemets, à la reprise des salariés en difficulté, vous n'êtes pas là pour jouer le rôle du médecin du travail. Vous n'hésitez pas à vous appuyer dessus. Ils sont là, même si je sais que ce n'est pas toujours facile d'avoir recours à eux. Il y a de plus en plus d'infirmières qui peuvent avoir une approche très positive. Les groupes de parole dont je vous parlais tout à l'heure, ça peut être vraiment une façon, d'une part, de désamorcer des tensions qui peuvent arriver dans des équipes, mais aussi de libérer la parole sur le vécu de chacun et de repartir un petit peu sur un terrain plus vierge où chacun va pouvoir avoir libéré son émotion. L'accompagnement managérial, je vous en ai parlé, là ça peut se faire de plein de façons. Ça peut être en interne, mais ça peut être aussi par du coaching, de la formation, du co-développement aussi. Nous, on met souvent en place du co-développement pour que chacun trouve une nouvelle façon de manager. Et puis, le télétravail, là j'insiste là-dessus. Comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup d'entre vous ont mis en place le télétravail un petit peu à l'arrache. Aujourd'hui, il est temps de structurer ce télétravail. Beaucoup d'entre vous ont décidé, en étant à l'écoute des retours des collaborateurs, de le pérenniser, mais il va falloir le pérenniser différemment. Et là, il va falloir réfléchir en termes d'accords
il va falloir réfléchir en termes d'attente des collaborateurs en fonction des réactions de chacun. Et puis, bien évidemment, vous pouvez, si vous constatez quand même un stress global de collaborateurs, ben, n'hésitez pas à faire une évaluation de la qualité de vie au travail, des risques psychosociaux, mais tout simplement, peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, un questionnaire de comment avez-vous vécu cette période, est-ce que vous avez des attentes, dans quel état êtes-vous aujourd'hui, et tout ça, ça va vous aider à avoir des clés très précises pour vraiment structurer la façon dont vous allez pouvoir redémarrer et surtout développer votre activité. Alors, pour terminer, moi j'ai envie de quelques mots. Pour moi, les mots d'une reprise réussie, et ça fait un peu la synthèse de tout ce qu'on s'est dit, c'est oser sortir des sentiers battus. Je crois qu'avant tout, il va falloir être créatif, et là, pour ça, s'appuyer sur l'autre, remettre l'humain au centre. Alors, c'est un grand mot, mais je crois que plus que jamais, l'humain au centre et donner du sens. Responsabiliser et faire confiance, et là, je pense notamment au télétravail. C'est très compliqué pour certains managers de faire confiance à distance, mais je crois que les collaborateurs qui ont travaillé en télétravail vous l'ont prouvé. Pour beaucoup, ils ont été largement à la hauteur de ce que vous attendiez d'eux, et beaucoup, même en présentiel, moi j'ai des témoignages de managers, de directeurs de la grande distribution, ont vu les collaborateurs prendre des initiatives, devenir, proposer de développer leur polyvalence, etc. Donc je crois qu'il faut vraiment s'appuyer sur eux. Et puis je crois que le maître mot, c'est la transparence. Si vous voulez que vos collaborateurs soient sereins, soient rassurés et aient envie de rebondir avec vous, c'est important qu'ils sachent tout. Alors peut-être pas tout, mais au moins les grandes clés de ce que l'entreprise vit, et y compris les difficultés que l'entreprise rencontre. Parce qu'il n'y a pas de raison de leur cacher, et c'est plutôt faire marche arrière que de vouloir cacher les difficultés. Une entreprise, elle a des difficultés, et tout le monde est à même de le comprendre, à condition qu'il y ait des choses qui soient mises en place derrière. Alors, tout d'abord, je vous remercie de votre écoute, et encore toutes nos excuses sur les dysfonctionnements de démarrage. J'espère que vous avez pu suivre ce webinaire, je dirais, par la suite avec un certain confort. Je suis à votre disposition vraiment pour rebondir, pour continuer, pour échanger sur tous les sujets qu'on a finalement effleurés, parce que pour un certain nombre, j'ai été un peu frustrée de ne pas pouvoir les approfondir davantage. Et puis, je vais regarder un petit peu les questions que vous avez dans le chat. N'hésitez pas à en poser. Hein. Je suis à votre disposition, là encore, pendant au moins un quart d'heure. Donc, si vous avez des questions, et je peux même éventuellement peut-être réactiver les micros, mais tout d'abord, n'hésitez pas à nous écrire sur le chat. Alors, qu'est-ce que je vois sur le chat? Alors, pour l'instant, on a très peu de questions, très peu de commentaires. Est-ce que je veux en conclure que j'étais d'une clarté exemplaire? Je ne pense pas. J'espère en tout cas que ce sujet vous a intéressé et que vous êtes bien retrouvés dans cet aspect-là. Merci pour cette présentation et vos informations complémentaires qui reprennent le questionnement que l'on a. J'espère effectivement vous avoir peut-être donné quelques clés. Et puis bien évidemment, hein, c'est que le début d'une réflexion. Mais je crois que prendre conscience que les émotions sont au cœur de tout ça, c'est important, et qu'en entreprise, on a souvent du mal à y aller sur ces émotions. Donc voilà, je vois un commentaire. Merci pour cette présentation claire. Moi, je vous remercie de votre retour. Donc, de toute façon, vous recevrez le diaporama, et donc vous aurez éventuellement mes coordonnées. Voilà, un autre commentaire. Bonne journée. Est-ce que vous auriez un ouvrage à nous conseiller? De mémoire, j'en ai pas, parce que j'ai plein de références, effectivement. Il y a eu plein d'études. Alors, je veux bien que vous me précisiez, c'est Aurélie qui me pose cette question-là. Non, Ariel, excusez-moi, je vois de loin.
Ariel me pose la question d'un ouvrage. Ce que je vous propose, Ariel, c'est de me mettre un mail sur l'adresse que vous avez vue s'afficher. Je vais vous la redonner. C'est pandrio@svp.com. Précisez-moi sur quelle thématique, sur quel sujet est-ce qu'éventuellement vous seriez intéressé par un ouvrage, et je pourrais même peut-être le faire suivre à tous. Ce que je peux aussi vous proposer, c'est que j'ai pas mal de références d'accord, sur l'intelligence émotionnelle, et effectivement, je peux vous proposer des ouvrages, et je pourrais aussi vous envoyer aux uns et aux autres, si ça vous intéresse, des liens, parce qu'il y a eu pas mal de petites études qui ont été faites sur justement, qui m'ont permis de préparer ce webinaire. Je pourrais aussi vous les transmettre. Donc, je pense que je peux vous envoyer ça à chacun, des ouvrages de référence, effectivement, sur l'intelligence émotionnelle. Il n'y a pas de problème. Ariel, je vous enverrai ça. Je pense que vous avez mis votre adresse mail en vous inscrivant, donc j'aurai pas de souci, je vous enverrai ça. Si d'autres sont intéressés, n'hésitez pas à me le signaler, ou même sur d'autres sujets, que ce soit la fertilité, tout ce qui est la gestion des émotions aussi, j'ai des ouvrages là-dessus, l'affirmation de soi, sur aussi le télétravail. Je peux vous proposer aussi des ouvrages, plus des publications qui étaient assez intéressantes. Je travaille aussi beaucoup, moi, avec les documents de l'ANACT et de l'INRS. Et donc, je pense que vous savez qu'ils ont publié un certain nombre de bonnes pratiques sur le télétravail. Donc, ça peut être intéressant de vous y référer. Je peux même vous les transmettre si jamais vous n'y avez pas accès. Donc, oui, le sujet est quand même très riche. Et donc, si certains d'entre vous sont intéressés, n'hésitez surtout pas à me faire des demandes par le biais de ma boîte mail qui s'affiche devant vous. En tout cas, je vous remercie très sincèrement de votre écoute. Et puis, nous aurons peut-être d'autres occasions parce que j'envisage d'animer d'autres webinaires avec notre pôle juridique et notamment sur tout ce qui concerne la qualité du travail, les risques psychosociaux, notamment en lien avec le contexte actuel. Donc, peut-être qu'à la rentrée, nous aurons l'occasion de nous retrouver en webinaire. D'ailleurs, éventuellement, si certains sont encore en ligne, n'hésitez pas à nous faire part de sujets qui pourraient vous intéresser en webinaire. Donc, en lien avec les ressources humaines, le management ou le développement personnel, éventuellement. J'ai quelqu'un qui me met sincère remerciement pour ces informations précieuses. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et encore toutes nos excuses pour les dysfonctionnements du début de webinaire. À très bientôt, au revoir.